Bonsoir à tous. Elle s'est communiquée, c'est pourquoi elle a utilisé le silence. Un silence assourdissant pour celle qui était à l'attaque sur les dossiers chauds. Vous vous souvenez forcément de ce faux follet, teint clair, esprit clair, voix claire, pas voilé du tout dans les médias et refait surface après 4 années d'absence. Les pays ici, les yeux sur l'Afrique. Un nom, Ndeye Nogay Babel Sow Niass. Babel idéologie, c'est dans le monde des idées et de l'idéologie. Et comme Berlin, on parle des idées, on l'invite ce soir pour discuter avec nous sur cette plateforme qu'elle a lancée. Ndeye Nogay Babel Sow Niass est l'invité de votre émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir. Partagé. La question des 17 millions de Sénégalais qui nous suivent, ici comme ailleurs, c'est que vous étiez où? Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée durant ces 4 ans. Hein. Ouais. Vous êtes où? Ouais. Alors là, maintenant, c'est vous étiez où? Je pense que ça me fait que le temps ait changé dans la question. Moi, ça me va. Ça signifie au moins que je suis là. Il y a plus de sagesse là. Oui, moi, je pense que... Moins de tonus. Alors, tout dépend du contexte. Vous Ouais, je pense toujours, que... j'espère. Je pense ne pas... je pense ne pas avoir oublié comment on le fait. Mais tout dépend du contexte. J'ai voulu revenir doucement, sûrement. Et je n'étais même jamais partie. Peut-être que vous ne m'aviez pas vue, Ouais. que j'étais un peu cachée. Je n'avais pas trop le choix. Ouais. Alors, c'est un secret de polichinelle que je me suis mariée. Un mariage inattendu. Voilà, je n'étais pas préparée. Madame Niass. Oui. Alors, ce manque de préparation-là a fait que j'ai oublié certaines bases. Ouais. J'avais oublié comment on fait les bébés, que quand on se marie, ensuite il y a les bébés qui viennent. Et bon, raison pour laquelle je suis tombée enceinte. Et quand on est enceinte, on ne peut plus mener des troupes. Voilà, j'ai été confrontée à cette réalité-là, en fait. Et c'est vrai que j'en ai appris des leçons grâce à ça, parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans une situation que je n'avais pas prévue, ni le mariage, ni la grossesse. Et comme je fais tout le temps, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire de mon côté. Du coup, je me suis battue pour finir un master, puis 2, puis 3. Et voilà, m'engager dans les études de doctorat. Au moins essayer d'engager cette partie-là, vu que je ne pouvais plus être sur le terrain, mais avec beaucoup de frustration. C'est vraiment avec beaucoup de Parce que 4 ans de silence, ce n'est pas 4 jours, silence entre guillemets, vu votre parcours, ce que vous avez fait, et c'est un silence heureux, mais pas malheureux. Est-ce que ce sont ces 4 années de silence qui ont accouché ce bloc-là, ou ce n'est pas tout simplement ce bloc, il y a d'autres idées qui vont venir? Alors, il faut savoir que durant ces 4 ans, en dehors de toutes les formations que j'ai pu faire par rapport aux études, alors ce que beaucoup de gens ne savent pas de moi, c'est que j'ai toujours aimé peut-être écrire et lire. C'est vraiment mon échappatoire, écrire. Voilà, la poésie, pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que ça a toujours été mon refuge. Bon, j'en ai profité pour écrire, mais quand on écrit de belles lignes, c'est parce qu'on est, c'est parce qu'on est dans un beau contexte aussi. Il se trouve que c'était pas forcément le cas, parce qu'avec tout ce qui se passait, tout ce que je voyais, tout ce qui défilait dans ce pays-là, dans mon continent, qui m'est tellement, tellement cher. Alors j'ai pris la plume, mais il y a toujours ce hic-là avec moi, c'est que j'ai toujours peur de publier parce que je suis tellement perfectionniste. C'est une responsabilité. On dit toujours qu'écrire c'est une passion, mais publier c'est une responsabilité. Exactement, parce
que les lecteurs, je le sais parce que je suis aussi lectrice avant d'être écrivaine ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une influence tellement grande que d'exposer ce qu'on pense sur une durée incalculée. Ouais. C'est-à-dire que l'écriture, c'est une responsabilité tellement grande. Ouais. Et le blog, c'est actuellement la partie visible de l'iceberg. Mais il y a un livre que je me décide à publier. Et nous piaffons d'impatience pour attendre cet ouvrage. Pourquoi l'idée d'un blog? Quand on parle de blog, on pense un peu qu'on est dans un autre temps. Pourquoi l'idée de blog? Alors, le blog, il faut savoir que moi, je le vois d'abord comme une arme. Je le vois Une comme arme. une arme. Ouais. Oui. Parce que les questionnements auxquels nous sommes confrontés, nous, entre guillemets, les porteurs de cette idéologie panafricaniste et panafricaine-là, c'est oui, ok, d'accord, l'unité africaine, mais on ne parle même pas les mêmes langues. Ouais. Moi, je pense que le problème de la langue, il a toujours été là. Alors, il y a un autre problème qui est le problème géographique, qui s'est posé depuis les esclavages. Depuis la conférence de l'esclavage, Berlin depuis, du voilà. 19e siècle, la balkanisation de l'Afrique. Exactement. Moi, je pense que ce soit l'esclavage ou la colonisation, ils ont aussi posé un problème géographique qui est là. Maintenant, on a le choix entre réfléchir problème ou réfléchir solution. Ouais. Moi, je me suis dit, ce blog, en fait, c'est une table. C'est une table à laquelle toute l'Afrique peut se retrouver, discuter, échanger. Et la facilité aussi que j'ai voulu apporter, c'est cette traduction instantanée qui permet, peu importe la langue que tu parles, qu'on puisse discuter pour construire un avenir meilleur. Oui, il y a un discours qui ne change pas malgré les 4 années de silence, c'est le discours panafricaniste. Pourquoi vous ciblez l'Afrique d'abord, une vision globale avant celle particulière? Pourquoi? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent, bon, comme Nkrumah, j'ai pas inventé cette pensée-là. Hein. Alors, comme Nkrumah, ce fut le cas de Nkrumah, mais ce fut aussi le cas de celui qui a créé même le mot panafricaniste. Ce fut le cas de Edgar William Dubois. Ouais. Moi, je pense que cette idéologie, on ne peut la réussir que des deux côtés. C'est-à-dire d'abord de se penser africain c'est-à-dire africain, c'est un peu ce qu'on a choisi, entre guillemets. Choisi dans le sens où on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique, mais parce qu'on a une vision de l'Afrique. Mais sénégalais de l'Afrique ou africain du Sénégal. Ouais. Moi, je pense que quand on part du principe qu'on est africain du Sénégal, déjà, il y a énormément de perspectives qui s'ouvrent. Ouais. Déjà, on voit son prochain de la Côte d'Ivoire. En tant qu'Africain de la Côte d'Ivoire, là, déjà, il y a un point en commun qui est là. Et même l'Africain de la diaspora devient d'abord africain avant d'être autre chose. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu tellement de procédés de division qui ont été faits qu'il faut établir des ponts entre nous. C'est dans cette logique-là que cette vision globale est la vision qui me sied le plus. Que reste-t-il d'Nogay Babel Sow du panafricanisme? Alors, moi, je pense que le panafricanisme, c'est cette idéologie-là qui a su s'adapter. Elle s'est adaptée. Oui. Elle n'est pas morte. Non. Moi, je pense qu'elle a changé de forme. Comment elle s'est muée? Alors, d'abord, lorsqu'il y a eu cet épisode-là dont on a été confronté, qui était l'esclavage, Oui. notre peuple s'est organisé. C'est-à-dire que là où se trouvaient nos ancêtres de force, ils ont su s'organiser pour combattre l'esclavage. Ce fut un combat panafricaniste en réalité. Parce que la base de ce combat, c'était le retour. C'était le retour. Alors ici, lorsqu'il y a eu la colonisation, le panafricanisme c'est encore, comment je peux dire ça, a encore porté une autre cape
pour combattre cette colonisation-là. Et lors des indépendances, on a aussi vu le panafricanisme. Bon, on a même eu des partis qui clairement, le PAI, voilà, voilà, qui clairement en fait, ont décrété que c'était du panafricanisme. Mais moi, je pense que la puissance de cette idéologie-là, la puissance de ce courant de pensée et aussi de ce courant politique, parce qu'aujourd'hui, si le socialisme ou le capitalisme ont pu créer ces ramifications-là un peu partout dans le monde. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'a enduré le panafricanisme en tant qu'idéologie, il est temps qu'on réfléchisse à en faire une idéologie, moi je dirais mondiale. C'est possible, vous le pensez? Oh que oui. Est-ce qu'il n'y a pas... Y a-t-il pas eu une rupture générationnelle? Je m'explique, il y a la première vague de panafricanisme, parlait tout à l'heure de Dubois, Garvey, Blyden, Padmore, etc. La deuxième vague avec les Nkrumah, Nyerere, Césaire, Senghor, etc. La troisième vague avec Kizerbo ou Cheikh Anta Diop. Et après, shit, c'est tombé. Est-ce qu'il y a un peu cette rupture-là entre ces trois vagues de génération du panafricanisme et maintenant? Moi, je pense qu'il faut se questionner sur ce shit-là. Oui. Si on comprend ce qui a créé ce shit-là, on va comprendre comment on a un peu fait pour sortir de ça. Qu'est-ce qui a créé ce shit-là? Alors, ce shit-là, ce qu'il a créé, c'est que les indépendances ont été assez décisifs dans le combat contre l'idéologie panafricaniste. Comment ça? Alors, le néocolonialisme, pour s'installer, pour se mettre en place, avait besoin de comment je peux expliquer ça? Avait besoin d'éliminer toute conscience. Ah oui. Pas seulement toute conscience, mais aussi tout souvenir de ce mouvement panafricain-là. Vous avez tout de suite parlé de Cheikh Anta. Moi, je pense qu'il y a même une politique d'oubli qui a été mise en place par rapport à cet homme-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être anthropologue, historien, chercheur, scientifique, avoir découvert le carbone 14, mais une méthode de datation révolutionnaire, avoir été Cheikh Anta Diop et ne pas être connu. Pour être plus précis, pour mettre le couteau dans la plaie, vous voulez dire que l'indépendance qu'on nous a servi à la place Protet le 26 août 1958, après le discours de Valdiodio Ndiaye et celui de De Gaulle, c'est une indépendance de façade? Vous avez répondu à la question. On ne sert pas à une indépendance. Il n'y a aucun être sur Terre qui serait prêt aujourd'hui à renoncer à une main-d'œuvre gratuite, à renoncer à des avantages aussi grands qu'avoir un continent à sa disposition. Une main-d'œuvre gratuite à sa disposition. 75% de diamants du monde à sa disposition, de l'or, du cobalt, du cuivre, de l'uranium, du fer, du bauxite. Abandonner tout ça en servant une indépendance comme ça? Non, moi je pense qu'il y a un problème de calcul économiquement. Mais maintenant, on a officiellement 63 ans. C'est une vie. Je ressasse un peu une citation de Sartre. L'important, ce n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais de ce qu'il fait, de ce qu'on a fait de lui. Après ces 63 ans-là, est-ce que la faute ne nous revient pas? Sinon, ce serait de l'auto-victimisation. Si, moi je pense qu'on a une très grande responsabilité dessus. Et moi je pense que cette responsabilité, on doit la mettre sur le dos d'un manque d'organisation. Et là, on revient un peu au blog. Oui. Parce qu'en réalité, le blog,
c'est pour qu'on s'organise ensemble. Parce que tant qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien en réalité. Sans organisation, on ne peut rien mettre en place. Et c'est ça notre faute à nous. C'est-à-dire que la manière dont le néocolonialisme a été organisé, la manière dont on a pensé au rôle qu'on devait donner à Jacques Foccart, à Senghor, à Boigny, s'il n'y a pas une organisation qui pense à déconstruire les choses dans cet ordre d'idées-là, on ne va nulle part. Dans idéologie, parce que c'est Babel Idéologie, le nom du blog, il y a idée, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, parce que vous choisissez un canal, un blog, réseau social, médias sociaux, etc., est-ce qu'aujourd'hui, les idées sont reines sur les réseaux sociaux? Alors, c'est difficile à dire. Pour ma part, les idées et l'organisation ont été le début de toute chose que j'ai entamée. Alors, sauf le mariage. Peut-être il y a de l'idéologie derrière. Je dis ça, je dis rien. Alors, bon, c'est-à-dire la préparation. On a épousé votre idéologie. Je dis ça, je dis rien. Exact. Pourquoi pas? Non, alors, ce que je veux dire, c'est que, alors, ceux qui me connaissent savent que moi, j'aime l'organisation. J'aime voir le fruit d'une organisation. C'est-à-dire que quand ça fait boum et que c'est pas organisé, ok, ça va. Mais j'ai pas la satisfaction voilà, j'ai pas la satisfaction en fait réelle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réussite sans organisation. Il ne peut y avoir de réussite sans organisation. Quelle organisation parlez-vous? Déjà d'une idéologie. Si on veut sauver le peu qui reste du panafricanisme, il nous faut mettre en place une idéologie claire. Il nous faut nous questionner sur ces demandes sensibles-là. Quelle est en réalité la place de la femme en Afrique? Est-ce dans la cuisine, ou dans la bibliothèque, ou à la place publique? Il faut qu'on puisse avoir aussi la possibilité de régler certaines questions. Quelle est la place de l'individu en Afrique face à la société? Que représente l'individu? Est-ce que l'individu en Afrique est obligé de rester cet être-là qui suit la société, les règles sociales? Et ces règles sociales-là, qui les a mis en place? Moi, je pense que si on ne se positionne pas, si on ne se questionne pas, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé d'épouser certaines, entre guillemets, idéologies sous prétexte que ces idéologies-là ont quand même de belles bases. C'est le cas du féminisme. Vous n'y croyez pas? Ce n'est pas que je n'y crois pas. C'est que ce n'est pas censé m'intéresser. Pourquoi? Parce que je suis africaine. Le féminisme n'a pas de frontières, non? Ou que si. Ah oui? Si. Lequel? Ou bien lesquels? Moi, je pense que on doit pouvoir se référer à l'histoire pour voir dans quel contexte telle ou telle idéologie a été créée. Le féminisme a été créé dans une société profondément misogyne. Une société dans laquelle on dit que tous les hommes naissent libres et égaux avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette société-là décide de ne pas donner aux femmes le droit de voter. Ces femmes se sentent lésées et demandent leurs droits, ce qui est très normal. Sauf qu'en partant vers ce combat-là, ces femmes laissent chez elles des esclaves noirs qui n'ont, elles, aucun droit. Moi, je pense que chaque peuple doit avoir des combats qui lui ressemblent. La femme africaine, elle est née dans une société d'origine matriarcale, où déjà le pouvoir s'hérite de par la maman.
Comme le Wallo et le Sud. Exactement. Oui, Allons plus loin, l'Égypte. oui. Moi, je pense que si nous, on doit avoir une vision, un mouvement de protection, ça doit être inspiré de la charte du Mandé, qui, il faut le rappeler, a précédé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, elle, ne dit pas plus que ce que cette charte-là a dit. Oui, depuis 1235. C'est ça. Du coup, moi, je suis d'accord qu'il y a des choses à réparer. Mais pour réparer les choses là, si vous êtes docteur et que je viens vous voir parce que j'ai un problème, vous n'allez pas m'injecter de l'insuline comme ça. Vous voulez dire que le féminisme qui est défendu ici, c'est juste une importation culturelle qui ne s'adapte pas ou qui ne se greffe pas à nos réalités C'est du sociales. copier-coller. C'est du Mais ce n'est pas seulement le féminisme. C'est le cas de notre constitution au Sénégal. C'est comme si vous mettez notre constitution et que vous mettez la constitution de la Ve République française. Oui, elle a été... C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas nos responsabilités pour construire, tant qu'on va être là à faire du copier-coller, tant qu'on ne crée pas un système politique, un système juridique, un système éducatif, un système social, tant qu'on va être là à essayer de rattraper, c'est comme un menuisier qui, au lieu d'acheter du bois, c'est-à-dire de prendre sérieusement le travail, en fait, de le faire, mais essayer de rabibocher, je ne sais pas, essayer de faire des choses à partir du bois ici, du fer là. Non, il faut qu'on prenne sérieusement, en fait, en charge nos questions. Quel féminisme Babel idéologie défend-elle? Alors, il faut savoir que Babel idéologie défend, je dirais pas un féminisme, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit une base. Vous n'aimez pas le mot, on dirait. Non. Vous n'aimez pas le mot. Ça, en fait, je ne l'ai pas créé. Quand je dis je ne parle pas de moi personnellement. Mais ce n'est pas un mouvement que mon peuple a créé pour régler un problème. Qu'est-ce qu'on a créé alors? Alors nous, ce qu'on a créé, Oui. c'est une société dans laquelle la place de la femme n'est pas dans la cuisine, mais la place de la femme est dans la gestion. Dans la gestion de la cité, dans la gestion interne. Oui. Et moi, je me refuse de me rabaisser en réalité à du copier-coller de cette méthode-là, qui est le féminisme, qui en réalité, dans sa globalité, ne sied pas à l'Afrique. C'est-à-dire que si on est féministe, on est pour l'avortement. Maintenant, pour être pour l'avortement, tout dépend de la notion qu'on a de l'individu. Chez nous, en Afrique, le bébé, on ne fait pas cette différence, on n'a jamais fait cette différence de datation du fœtus. Quand est-ce qu'il est humain? Quand est-ce qu'il devient réellement humain? Je sais que comme ça peut paraître être un débat de plus qu'on ramène sur la place publique. Mais vous verrez que d'ici peu, à l'Assemblée, va se faufiler une loi qui va nous parler peut-être d'avortement, qui est peut-être même là en train de se préparer. Le débat est en cours, les débats se posent dans l'espace public. Daïnogay, vous vantiez tout à l'heure nos sociétés matriarcales avec le Wallo et dans le Sud, avec Alusuti Diatta qui sont des héroïnes, mais pas que. Mais ensuite, il y a eu une cassure. Exactement. Il y a eu après les religions qui sont là. Ensuite, petit à petit, l'instauration du patriarcat. Exactement. Qui prend le dessus maintenant sur tout ce qui est comme société matrimoniale ou matriarcale. Comment faire avec? Moi, je pense que vous avez vraiment... Voilà, c'est les deux choses auxquelles on a été confrontés. Pour les religions, allez-y. Les hommes ont été très malins sur ce coup-là. Parce que dans la plupart de nos religions, ce qui est dit, c'est ce que doivent faire les femmes et les devoirs qui sont dus aux hommes. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas seulement ça que disent les religions.
Moi, je pense qu'il y a une grande partie des religions révélées, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme. Alors, je ne maîtrise pas trop la religion juive. Je vais essayer quand même de me procurer la Torah pour en savoir plus. Ouais. Mais pour les deux religions que je maîtrise un peu le plus, que sont la religion chrétienne et la religion musulmane, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas dites. Si on prend l'exemple du Sénégal, il y a Seyda Maria Magnas qui a écrit un livre qui s'appelle Les droits de la femme en islam. Ce livre, il n'est presque pas connu parce que c'est un livre qui n'arrange pas une bonne partie de notre société. Maintenant, moi, je pense que ce problème-là, il n'est pas très difficile à régler. Hein. Plus il y aura de prêcheurs femmes, plus il y aura... Ah bah oui, c'est comme à l'Assemblée. Il faut une parité. Moi, je pense que ces 4 ans m'ont aussi permis, parce que j'ai pu regarder les choses en retrait. Moi, je pense qu'il faut remercier Wade pour cette parité. Mais la parité rime également avec la méritocratie, Je suis mais d'accord. pas avec du remplissage. Je suis d'accord. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est pour ça que tout le monde sait que j'ai toujours été contre la parité. Sauf que vu sous cet angle-là, on met la méritocratie avant et la parité après. Sauf que si on fonctionne comme ça dans une société où ceux qui ont le pouvoir, c'est les gens au crâne rasé, Vous voulez le pouvoir. difficile. Entre les femmes et le pouvoir, c'est une longue quête. Oui, mais il faut savoir aussi que moi, ce qui m'intéresse en réalité, Ouais. c'est pas le pouvoir, mais c'est ce qu'on en fait. Mhm. C'est ce qu'on en fait. Et moi, je pense que ce qu'on doit faire, et c'est ça aussi, Babel, l'idéologie, dans nos sociétés, c'est d'écrire et rédiger des dispositions qui font en sorte que personne n'ait ce pouvoir absolu-là. Car ce pouvoir absolu, je ne vais pas vous l'apprendre, il rend absolument fou. Je pense qu'on en a fait des frais. Ouais. Il y a les idéologies. Il y a le canal qui supporte cette idéologie-là. Les réseaux sociaux, il y a Babel Idéologie, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et ce sont ces canaux aujourd'hui qui sont envahis non pas par les idées, mais par les insultes. Pensez-vous que votre combat face à ce défi immense de ne pas perdre du temps sur les réseaux sociaux, que ce combat-là peut être mené en cette période surtout? Oui, mais il faut savoir aussi que ce combat que vous voulez que je mène, entre guillemets, c'est aussi une stratégie qui a été mise en place. Parce que c'est le culte de la médiocrité qui est mis en place depuis pour que quand les personnes ont ont moins d'informations fiables, moins d'informations viables, et même s'occupent moins de l'information, alors ces personnes-là n'ont pas le temps de s'organiser. Je reviens à la question, la faute à qui? Il y a une expression des Américains, don't hate the game, hate the player. C'est-à-dire que c'est un canal qui est là, c'est juste un outil. Exactement. Mais c'est à nous de savoir comment approprier cet outil-là. Oui, mais nous qui? Il faut savoir que lorsque vous êtes dans une société, et c'est ce que aussi essaie de faire Babel Idéologie. Babel Idéologie veut que le matin, quand vous vous réveillez, que vous n'entrez pas dans Instagram, que vous n'entrez pas dans TikTok, mais que vous entrez dans Babel Idéologie. Et la jeunesse peut Pour écouter savoir. cela aujourd'hui. Oui. Oui, Vous êtes pourquoi idéaliste pas? ou... Non, c'est pas de l'idéalisme, c'est pas de l'utopisme non plus. Oui, vous pensez que Bien actuellement, sûr. que les gens peuvent tourner la page aux distractions et aller dans les idéologies? Bien sûr. Pourquoi? Il suffit juste de les Qu'est-ce qui intéresser. fonde cette, je ne dirais pas utopie, et même c'est pas mal, l'utopie. C'est cet idéalisme. Comme disait Jean Ziegler, c'est une erreur, l'idéalisme. Non, ce n'est ni de l'idéalisme ni de l'utopisme. Il suffit juste de les y intéresser. J'ai assisté Oui. à un projet qui se faisait à la BAD en Côte d'Ivoire, où il y avait une femme qui disait que pour intéresser les jeunes à l'agriculture, il faut rendre l'agriculture sexy.
Parce que les jeunes, et ça a fait rire tout le monde, moi je pense que plus on va mettre en avant, déjà le rendre moins compliqué, parce qu'il faut aussi le dire, hein, excusez-moi de le dire ainsi, surtout pour les auditeurs, pour vos auditeurs qui sont très certainement adeptes euh, de tout ce qui est intellect. Ouais. Il faut savoir aussi que les intellectuels doivent arrêter. Ils doivent arrêter quoi? Ils Alors, doivent, ne sortez pas de vos gonds ils doivent arrêter quoi? de créer ce cercle fermé-là. Ouais, Moi, je pense qu'il faut créer un pont ouais. entre les élites, c'est ce que disait Sankara, et le peuple. Moi, je pense que suivre aujourd'hui, par exemple, un documentaire de Cheikh Anta Diop, ça doit pas être élitiste. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers une démocratisation des connaissances. Ce cercle fermé-là, il faut l'ouvrir. Nous, on a une responsabilité dedans. Nous, en fait, il faut qu'on essaie de simplifier ce qu'on dit. Il faut qu'on essaie de faire ce travail-là. Parce que si on ne le fait pas, en face, on a qui? On a des gens, yohamni, voilà, ça les arrange. Ça les arrange, ces situations-là les arrangent. Le fait qu'on soit 17 millions de Sénégalais et que peut-être 10 millions d'entre nous passent 4 heures de temps sur TikTok à regarder des vidéos drôles, ça arrange énormément de monde, ça. Mais exactement, surtout vos concurrents numéro 1, numéro S de Babel Idéologie, ce sont les influenceurs. Qu'en dites-vous? Alors moi, je pense qu'il ne faut pas les prendre comme des concurrents. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas conscients, peut-être qu'ils sont des concurrents. Moi, je pense qu'il faut les prendre comme des alliés. Comment? En les intéressant à Babel Idéologie. Mais ils fonctionnent à la logique des clics Oui. et des j'aime Mais et pourquoi? de l'audimat. Oui, oui. Mais pourquoi? Parce que ce qui distrait attire. Il y a la règle des trois S, excusez-moi. Le sexe, le sang et le scandale. Babel Idéologie rompt avec ces trois S-là. Oui. Et depuis l'aube des temps, ces trois S fonctionnent et les influenceurs savent que ces trois S-là, ce sont des trois armes de dissuasion massive sur le net. Maintenant, comment combattre cette armada-là virtuelle? Mais divertir rime avec diversion. Ouais. Lorsqu'on vous divertit, c'est parce qu'on veut faire diversion. Il faut savoir qu'au XXIe siècle, la population, la jeunesse africaine, elle est très smart. Elle est très critique en réalité. Il suffit juste de montrer à cette jeunesse-là que divertir rime avec diversion, en leur expliquant de quoi on veut, c'est par rapport à quoi on veut faire diversion. Et là, moi, je pense que, alors, j'ai un ami qui me dit, vous allez créer beaucoup de complotistes, beaucoup de complotistes. Mais non, moi, je pense qu'on va on va participer à la création d'une jeunesse avertie, qui le matin, en se réveillant, va faire un tour sur Babel Idéologie, va dire waouh, il s'est passé aujourd'hui ça au Niger. Après, peut-être passer par le journal officiel du Sénégal pour voir quelle loi a été votée, qu'est-ce qui s'est passé, quel décret a. Voilà, c'est pas de l'utopie. Vive l'idéalisme. C'est pas de l'idéalisme. Moi, je pense que peut-être d'ici 1 an, les gens vont regarder cette interview et se dire pourtant, c'était pas si bête que ça. Hein. Quel sera le contenu qui sera sur les différentes plateformes de Babel Idéologie? C'est soit les contenus. Alors, il y a des rubriques. La première rubrique, elle ne s'adresse pas qu'à l'Africain, qu'aux jeunes Africains. Non, la première rubrique, c'est moi, soi. C'est-à-dire? Ça invite le lecteur, chaque mercredi, à se questionner. Moi, je pense que les traumatismes qu'on a vécus font qu'on est plus à même de violer les droits de l'humain. Des choses assez difficiles à voir, à entendre,
C'est des choses qu'on banalise beaucoup. C'est pas seulement en Afrique, mais moi, c'est la partie géographique, sincèrement, qui C'est quoi, m'intéresse. par exemple? Parce qu'on dit mal nommé, c'est ajouter au malheur à ce monde. C'est quoi, par exemple, ces choses-là qui sont innommables et qui font beaucoup de méfaits? La notion de l'individu, déjà, j'en ai parlé. Moi, sans être la femme de, ou la maman de, ou la fille de, ou l'amie de, moi, personnellement, sans attache aucune, Ouais. quels sont mes droits? À quoi puis-je aspirer? Moi, je pense que en Afrique, il faut qu'on se reconcentre sur l'individu, pas ce qu'il peut donner financièrement ou non, mais sur l'individu en tant que tel, sur la beauté de l'individu. Sur l'être, Exactement. pas sur l'avoir. Pas sur l'avoir, sur l'être. Et c'est en réglant des questions comme ça qu'on va maintenant régler des questions sociétales, que sont par exemple le mariage. Combien de mariages se font par amour dans nos sociétés? Là, on en est arrivé à des mariages qui se font pour des photos de mariage. On en est arrivé là. Et c'est difficile lorsqu'on n'est pas en phase avec soi de construire une quelconque idéologie, ou bien de participer à la construction d'une quelconque idéologie, ou bien de faire avancer un quelconque continent. Avant d'être africain, il faut d'abord être un humain, c'est-à-dire être conscient de ses droits, que vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Oui, Vous avez le droit, vous avez cette capacité-là de choix. oui. Et ce moi et soi-là, ça va même dans la politique, une autre rubrique qui est dans Babel idéologie. Parce qu'en réalité, Oui. si les dirigeants africains ont cette facilité-là de violer les droits de leurs citoyens sans sourciller, c'est parce que il y a cette inconscience-là de la part des individus, de la part des Africains, cette inconscience-là de leurs droits, en tant qu'individus d'abord. Moi, je pense que c'est une question centrale sur laquelle on doit discuter. Et moi, soit en réalité, c'est moins des questionnements, c'est plus je dirais pas des certitudes, mais moi je pense que c'est la partie du blog la plus rassurante. Parce que là, on te parle de toi, dans ton entièreté. C'est important, Nainogué, la notion de l'être. Restons dans l'être. Parce que l'être fait face à un monstre froid qui s'appelle l'avoir. L'être prend parfois des raccourcis qui sont dangereux, parfois tragiques. C'est une perche pour parler un peu de l'immigration irrégulière, parce que vous parliez tout à l'heure de l'être, c'est important. C'est possible à travers des idées, des écrits, des témoignages, des réflexions, de changer cette dynamique ou bien cette perspective qui se base sur un mirage bleu, mais qui n'est pas espoir, mais danger et surtout macabre, de changer cette vision-là, de vouloir toujours partir ailleurs pour réussir. Bien sûr. Parce que cette personne-là, qui prend cette pirogue-là, est consciente, elle n'est pas bête. Ah non. Elle est consciente que la chance de réussite qui est égale à la chance de survivre est peut-être de moins 50%. Maintenant, en faisant comprendre à cette personne-là que rien n'est au-dessus de sa vie à elle, ni les pressions sociales, ni... Alors, les pressions sociales, c'est de tous les côtés. C'est d'abord ce qu'on voit, comment vous êtes habillé. Ensuite, ce qu'on sent, qu'est-ce que vous allez manger ce soir. Après, ce qu'on vous dit. Tu es mon fils, mais bon, il y a la fille de l'autre là qui lui a donné cela ou ceci.
Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des êtres forts. On a besoin de ça. Maintenant, il faut aussi faire comprendre à cette personne-là qu'elle a des droits. Et que le fait d'être né dans un pays comme le Sénégal lui donne déjà le droit d'être traité en tant qu'un bon citoyen. C'est quoi un vrai citoyen? C'est quelqu'un qu'on nourrit. Comment on le nourrit? En lui donnant du travail. C'est-à-dire qu'il faut inciter ce citoyen-là, non pas à fuir, mais à réclamer ce qui lui revient de droit. L'État ne peut pas donner tout le monde du travail. Alors, moi je pense Ça n'existe dans aucun pays du Moi, monde. je pense que ce que doit faire d'abord l'État, c'est s'organiser. C'est-à-dire que quand on est face à une population aussi démunie et que la priorité, c'est un stade à Diamniadio ou un centre de conférence, moi je pense que quand même, on ne peut pas, on n'a même pas le droit de penser comme ça. Quand on n'a pas assez d'hôpitaux, quand on a des populations qui sont au rouge, tels des compteurs Woyofal, moi je pense qu'on n'a pas le droit de penser ainsi. Maintenant, si on veut aller vers une population, je ne rêve pas d'une société où des agents de l'État frappent à des portes avec des sachets. Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est temps qu'en Afrique, qu'on ait des systèmes africains, qu'on ait des Africains à la tête de nos pays, qui pensent à leur population, qu'on arrête d'exporter. Exactement, parce que l'immigration régulière frappe le panafricanisme. Vous parliez tout à l'heure de ce retour au début des esclaves et de l'esclavage et de la colonisation, de cette vie-là, de ce besoin de liberté, hein, pas d'un fossé entre les colons et le colonisateur, mais un partenariat peut-être gagnant-gagnant, win-win. Mais peut-être, Daïnogay Babel Sow, la faute ne se situe pas seulement au niveau de l'État en tant que responsabilité morale, sociale et institutionnelle, mais peut-être les responsabilités sont entre nous. Preuve sur les réseaux sociaux que Babel Idéologie veut faire ça. Son nid, il y a deux pans. La frustration, violence à travers des cérémonies où on exhibe des millions et des millions de francs CFA sur des mariages, des baptêmes, à chacun sa liberté, dans un pays démuni, avec une jeunesse démunie, pour reprendre. De l'autre part, des gens qui vendent un rêve en disant que je suis à Paris, je suis en Grèce, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Face à ces deux pans qui font leur nid sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un impératif pour Babel Idéologie de fondre et de trancher avec ces mirages? C'est la rubrique société. Les deux pans que vous venez de m'exposer ont un lien en commun. Quelle force la société en Afrique a sur l'individu? Ouais. Jusqu'où l'individu peut aller pour plaire, pour impressionner cette société-là? Jusqu'où? Vous voyez ça, vous vivez ça, vous voyez sur les réseaux sociaux cela. 100 millions, 200 millions, 400 millions, Teral Bay, Teral Yai, etc. Mais c'est ça. Tant qu'on ne se centre pas sur l'individu, tant qu'on ne fait pas comprendre à l'individu qu'avant d'être la fille de, ou la femme de, ou la maman de, ou la petite fille de, on est d'abord telle personne. Tant que cet individu ne prend pas l'entièreté de cette responsabilité et ne jouit pas de ça, c'est-à-dire que le simple fait, on peut même aller plus loin.
Allez-y. les complexes. Oui. C'est-à-dire que là, il y a combien de vols qui sont réservés Dakar-Turquie, Dakar-Tunisie, pour les opérations? Combien? Il y a des gens qui travaillent 1 année, 2 ans. Pourquoi? Pour aller se refaire le nez, pour aller se refaire la poitrine. Mais pourquoi, à votre avis? C'est le droit, non? Oui, mais pourquoi, à votre avis? Je sais pas. La force de ce regard-là. C'est cette force-là qui fait que la femme africaine sent ce besoin-là de se dépigmenter. Je pense que cette force, elle est minimisée. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça a un impact, un très grand impact sur les autres. Et tant qu'on n'est pas dans une logique de redéfinir les contours de cette société-là, de nous dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'Américain. C'est qu'à bas âge, on dit à l'Américain, tu es un Américain en fait, tu n'es pas n'importe qui. Toi. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans cette logique-là... C'est un développement personnel. Exactement. Ouais. Tant qu'on n'est pas un individu fort, un être fort, peut soulever toutes les montagnes. Toutes, sans sourciller. Tant qu'on ne met pas des barrières à ces individus-là, moi je suis pour qu'on mette des barrières à tout le monde. Alors, moi je pense qu'il faut définir les contours. Sauf que il faut qu'on puisse s'interroger sur l'impact que ces barrières-là ont, ou bien sur l'impact que ces barrières-là auront. C'est ça une idéologie. C'est façonner une société pour qu'elle soit performante. C'est ça, en réalité, une idéologie. Il y a du ciblage dans votre idéologie, plus de femmes que d'hommes, ou bien c'est une parité respectée, ou bien c'est l'inversion des rôles? Non, moi, je pense que chaque rôle doit être défini. Alors, qu'on se comprenne. Il ne faudrait pas allez-y. non plus. Moi, je pense que chaque rôle doit être défini dans le sens où il ne peut y avoir d'égalité entre nous, les hommes et les femmes. Ce qu'il peut y avoir, si on veut avancer, si on veut se développer, c'est une équité et une complémentarité. Moi, je pense que si j'ai la charge dans cette société de faire un enfant, je dois être traitée pas de manière égale avec celui qui n'a pas cette charge-là, mais de manière équitable. Moi, c'est ce que je pense. Après, on peut en discuter. Il y a les lois de la nature, il y a les lois de la nature. Exactement. Si Dieu m'a donné une responsabilité aussi grande que ça, il faut aussi me donner les moyens de cette responsabilité-là dans cette société. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'une égalité, ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas. Ce n'est même pas rentable. C'est pas productif. Ouais. Moi, je veux qu'on aille vers une équité. Une équité, c'est quoi? C'est que je représente. Il faut d'abord que je sache qui je suis. Ouais. Moi, en tant que femme africaine, je suis indispensable. Oui. Mais de la même manière que l'homme. Si on veut construire une société africaine, il faut d'abord que je sois consciente de ce que j'ai, de ce que je sais faire, mais aussi que je reconnaisse à l'autre ses capacités. Et c'est là que je me rends compte que ce qu'il peut y avoir entre nous, c'est une complémentarité. Moi, j'ai la possibilité de sauver l'humanité. Comment? C'est parce que c'est moi qui fais les enfants. Si maintenant c'est moi qui dois donner naissance aux enfants, il faut qu'on essaie de voir les termes du contrat. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne dirai rien pour ne pas être tapé à la maison. En tout cas, merci pour cette complémentarité. Le temps file vite, ça donne un peu une idée à nos discussions. Merci pour ces échanges et merci pour ce comeback. Merci à vous. C'est vraiment... Je ne regrette pas, c'est la première émission que je fais. Ouais. Et merci pour cette sécurité.
que vous me donnez. Parce que bon, je reviens doucement, comme je l'ai dit. J'en ai besoin, j'ai un petit bébé. Du coup, c'est encore plus de responsabilité. Mais merci à vous, Pape, pour cette sécurité, pour tout ça. Ouais. Et j'espère que ces échanges ont été fructueux. Forcément, ce bel entre, c'est Afrotech. Hein. L'hôpital des esprits, comme je l'ai dit tout à l'heure, venez, il y a des œuvres qui sont là, de la lecture gratuite, de l'idéologie gratuite, peut-être, Babel a peut-être chopé notre bibliothèque ici à Afrotech avec l'Afrique et les ouvrages à l'intérieur, ça peut tout dire. Merci également à ce public féminin derrière que vous ne voyez pas, à la noblesse anodine qui est masculine pour faire un peu de parité dans la gestion des rôles. La noblesse anodine, elle se nomme Serigne Saliou Dème, Augustin Mandan, là pour le montage. C'était belle ligne avec de belles idéologies, avec Babel idéologie. Juste un clic pour voir peut-être ce qu'il faut informer, ce qu'il faut changer, vos droits, non-droits. Merci également, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.